Félicien Kaouga, figure centrale du régime Habyarimana et qui a fait l'objet de poursuites liées à son implication dans le génocide contre les Tutsis de 1994 au Rwanda, est décédé à La Haye, aux Pays-Bas, selon un communiqué du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. Détenu depuis octobre 2020 au quartier pénitentiaire des Nations Unies, il avait été arrêté en France le 16 mai 2020 après plusieurs années de cavale sous une fausse identité. Son décès marque un tournant dans l'un des derniers grands dossiers encore pendants devant la justice internationale liée au génocide perpétré contre les Tutsis. Qui était réellement Félicien Kaouga? Comment a-t-il bâti sa fortune? À quel niveau se situe son implication dans la préparation et le financement du génocide contre les Tutsis? Quel a été son parcours après 1994 jusqu'à son arrestation en 2020? Et surtout, quelles seront désormais les implications de sa disparition pour les parties civiles et la procédure judiciaire en cours? Autant de questions entourant l'une des figures les plus marquantes du génocide contre les Tutsis que nous essaierons d'analyser au cours de cette émission. Avec moi dans les studios, Tite Gatavazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous Tite? Aujourd'hui, je n'interviens pas comme analyste politique, j'interviens comme praticien du droit. Du droit. Ouais. Oui, Tite. Au sujet du sujet d'aujourd'hui, Oui. Félicien Kaouga, rwandais poursuivi pour son rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis, est décédé à La Haye aux Pays-Bas selon un communiqué publié par le mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. Mes premières questions, Tite. Qui était Félicien Kaouga? Bonne question. Félicien Kaouga était un riche homme d'affaires rwandais. Félicien Kaouga, tout richissime qu'il est lié à la famille Habyarimana par le lien de mariage. Deux de ces garçons ont épousé deux filles Habyarimana sur instigation d'Agathe Kanziga qui, selon toute vraisemblance, portait la culotte à la maison. Félicien Kaouga, avec ce lien direct avec la famille présidentielle, a eu accès au marché public et donc cela l'a fait prospérer. Mais Félicien Kaouga, on le sait trop bien, était le président de la RTLM. En sa qualité de président de RTLM, il a donc participé à la planification du génocide contre les Tutsis, à la diffusion du discours de haine, et il était membre de la CASU, présidé par Agathe Habyarimana. La RTLM était liée au Hutu Power. Et donc, Félicien Kaouga était tout ça à la fois. Tite, vous parlez du richissime Kaouga à l'époque, sous Juvenal Habyarimana. Mais quels sont les principaux domaines dans lesquels il a construit sa fortune à cette époque-là? Moi, je dis, il était commerçant. Mais quand vous avez accès au marché public, vous intervenez dans tout. De la quincaillerie à la fourniture des équipements militaires, en passant par tout ce qui est marché public. Les fournitures dans les ministères, et Dieu sait combien l'administration consomme des fournitures. Oui. On dit même qu'il a eu le marché pour ramener des conteneurs de machettes. Voilà. Mais justement, Tite, en tant qu'homme d'affaires à l'époque de Juvenal Habyarimana, pouvez-vous nous expliquer plus largement? Vous avez parlé de RTLM, vous avez parlé des marchés publics. Pouvez-vous nous dire à quel niveau concrètement a eu sa responsabilité dans la planification du génocide contre les Tutsis, entre autres? Il y a un fait qui est indiscutable. Kaouga Félicien était le président de la RTLM. On connaît tous trop bien le rôle, la place et ce qu'a fait la RTLM avant, pendant et après le génocide contre les Tutsis. Il faut rappeler
qu'il y a eu le procès groupé des médias de la haine au TPI, RTLM, Kangoura et ses animateurs. Ces gens ont été condamnés pour incitation directe au meurtre des Tutsis. Kabuga en était le président. Donc, c'est ça sa responsabilité directe. Il est établi que Kabuga finançait les Interahamwe. Il avait une grosse villa du côté de Kimirongo. Quand on arrive ici, 94-95, Kimirongo, c'est vraiment la brousse. Mais il y avait la prison et la villa de Kabuga et l'ancien colonel Aloïs Nsekarije, je crois, pas beaucoup. Mais la maison de Kabuga était le lieu de rassemblement des Interahamwe. On connaît ce qu'ont fait les Interahamwe avant, pendant et après le génocide contre les Tutsis. Et donc ça engage la responsabilité directe de Kabuga Félicien dans le génocide contre les Tutsis. Tite, après le carnage, la tragédie de 1994, je veux parler du génocide perpétré contre les Tutsis. Quel a été son parcours après ces événements tragiques? Ah oui, ça c'est vraiment, ça relève d'un roman policier. Kabuga, tout richissime qu'il est, donc lui bénéficie de beaucoup de facilités. Il s'installe d'abord au Kenya. À l'époque, la police kenyane a une très mauvaise réputation. Donc il profite des complicités sur place. Il a accès aux informations quand il est recherché et donc il peut se faufiler très facilement. On raconte plusieurs fois. Le TPIR avait vraiment tissé la toile d'araignée sur sa tête et au moment de le choper, il arrivait à s'esquiver. Kabuga Félicien était porteur de plusieurs passeports. Et donc, il pouvait se dissimuler sous d'autres identités. Ça complique encore la recherche et la capture de Kabuga. Kabuga, quand les taux se resserrent contre lui au Kenya, il va s'installer en Suisse. De la Suisse, ça ne se passe pas trop bien. Il va en Allemagne sous une autre identité et il vit dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Mais on dit que un jour qu'il va à l'hôpital, il pouvait aussi tomber malade. Il subit une opération et au moment où on vient le choper, voilà, il y a les infos et il disparaît. Après l'Allemagne, il va s'installer en Belgique où il a vraiment toutes les protections possibles et imaginables. Et après la Belgique, il vient s'installer en France. À Nier-Gennevilliers, c'est dans le 92, la banlieue chic de Paris. Mais l'appartement est au nom de l'un de ses fils. Et comme à l'époque, il y a vraiment une protection quasi officielle de la France, pendant que le TPIR fait des efforts, les États-Unis avaient mis sa tête à prix. 5 millions de dollars pour qui nous indiquera avec précision comment nous pouvons attraper Kabuga. Il paraît que lui aussi avait doublé la mise pour dire tout celui qui me fournira l'information comme quoi on est sur le point de m'attraper, je lui donne 10 millions de dollars. Tu vois, il y a des enchères comme ça.
Et donc, il vient s'installer à Asnières-Gennevilliers dans le 92, où il vit tranquillement. Il est protégé par la haute hiérarchie française. Le réseau turquoise est très implanté dans l'armée, dans la diplomatie, dans les services de renseignement. Il y a toute une rhétorique sur la France n'a pas de responsabilité dans le génocide contre les Tutsis. Il y a quelques personnalités comme ça qui s'insurgent contre ce discours officiel, dont le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, qui a subi beaucoup de procès et qui l'a gagné, dont l'association Survie. Il faut vraiment rendre hommage à l'association Survie qui a non seulement résisté, mais qui a documenté à la fois le rôle de la France, longtemps avant le professeur Duclerc, mais aussi qui dénichait les caches des génocidaires et qui a aidé la justice française parfois à donner des indications. Mais il y avait une chape de plomb sur toute démarche tendant à mettre en cause les génocidaires installés en France. Et donc, les régimes changent. Après Mitterrand, l'un des pères quand même du génocide contre les Tutsis, vient Chirac. Pendant 12 ans, ce n'est pas vraiment trop son problème. Après Chirac, quand Sarkozy arrive au pouvoir, il cherche à comprendre c'est quoi le contentieux entre la France et le Rwanda. Et donc, il reçoit les explications. Et il décide. Il dit, moi, je vais réconcilier la France et le Rwanda, mais malheureusement, 5 ans, parfois, c'est très peu pour dénouer des dossiers aussi complexes que celui-ci. Sarkozy est remplacé par François Hollande. Hollande avait vraiment gelé le dossier avec le Rwanda. Quand vous discutez avec certaines personnes, comme on dit, bien introduites, il paraît que Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, dit « Je ne veux pas de dossier Rwanda sur ma table ». Donc, il faut vraiment geler ça. Pendant 5 ans, il ne se passe presque rien. Et donc, si politiquement, on ne peut pas toucher à ce dossier, il y a une incidence sur les procédures judiciaires. Et donc, les procédures judiciaires sont très lentes en France. Après Hollande qui fait un seul mandat, arrive le président Macron. Le président Macron a quand même le courage de décider quasiment, presque unilatéralement, contre l'avis de ceux qui se présentent comme les experts à la fois du Rwanda et de la région des Grands Lacs et de tous ces courants favorables à Mitterrand, à dire le Rwanda est un petit pays, et tout ce que vous voulez. Il décide d'instaurer une commission des historiens, présidée par le professeur Duclerc. Et la commission obtient d'avoir accès aux archives, même classées secret défense. Il faut dire que les archives en France, il y a des niveaux où on ne peut ouvrir ces archives que 40 ans après. Mais avec l'autorisation du président de la République, on ouvre les placards et là, la commission arrive à établir la responsabilité de la France dans le soutien actif, matériel, diplomatique et politique du régime génocidaire.
opération turquoise, les soutiens au Conseil de sécurité des Nations Unies, les réseaux, il y a un certain Paul Baril qui fricote avec Madame Habyarimana et le gouvernement intérimaire. L'organisation des camps à l'est du Congo et tout ça. Le président Macron saisit ce rapport et se réconcilie avec le Rwanda. Et à partir de là, nous voyons une accélération. Voilà, le politique qui décide d'avancer et le judiciaire commence à suivre. On voit quand même des procès, des génocidaires à Paris qui sont condamnés. Et donc, Kabuga qui était recherché par la justice internationale, Kabuga qui arrivait à échapper parce qu'il bénéficiait des complicités, il avait accès à l'information. Un matin, nous apprenons à la grande surprise, il a été appréhendé à Anières-Gennevilliers, l'approche banlieue de Paris. Ça, c'est, on va dire, la fin du fugitif Kabuga. À partir du jour où il est pris à Anières, s'ouvre maintenant la procédure judiciaire. Et donc, on fait le constat comme quoi, effectivement, c'est lui, en dépit des passeports multiples qu'il avait, et ceux qui l'ont appréhendé le remettent à la justice et il entame le parcours judiciaire depuis La Haye. En tout cas, avec vos explications, vous venez de répondre à deux questions que beaucoup de personnes pourraient se poser. Parce que du génocide contre les Tutsis à son interpellation, il s'est passé 26 ans. Donc les gens pouvaient se penser, mais comment a-t-il pu faire pour me faire 26 ans sans être rattrapé? Et aussi, quelles ont été les circonstances de son arrestation? Mais alors, Tite, après son arrestation, quel a été son parcours aussi judiciaire quant au crime qui lui était accusé? Dans tous les projets génocidaires, il y a une dimension négationniste. C'est vraiment les deux flancs de la médaille. Kabuga, richissime, avec des appuis des réseaux qui avaient soutenu le régime Habyarimana en France, beaucoup plus en Belgique, lui apporte une assistance juridique. Et donc, on prépare à la fois, s'il est appréhendé, il faut nier toute responsabilité, il faut dire c'était un commerçant lambda qui n'avait jamais touché à la politique. Vous avez ce genre de choses. Et donc, s'il est appréhendé, il faut nier. À défaut de nier parce qu'il y a des éléments factuels accablants, il faut retarder la procédure. Et c'est la phase 2 qui a été enclenchée parce que on ne pouvait pas nier qu'il était président de la RTLM, on ne pouvait pas nier qu'il finançait les Imbonerakure, ne serait-ce que ça. Son appartenance à la KAZU, son soutien au Tupawa, on peut, à la limite, négliger ça. Mais vous ne pouvez pas avoir le procès des médias de la haine et dire Kabuga, vous savez, non. Il était président du conseil d'administration de la RTL. Donc, il doit assumer les émissions et les propos de la RTL. L'incitation au massacre systématique des Tutsis, c'était à partir des studios de la RTL. Les Naïman Ferdinand ont été condamnés au TPIR. Naïman Ferdinand n'a pas pris de machette.
Mais il a incité celui qui prenait la machette. Cantano n'a pas pris de machette, mais il lisait les noms des Tutsis et leurs adresses. Et il indiquait aux Imbonerakure, allez-y, nous avons l'information comme quoi un tel se trouve à domicile. C'est à ce titre qu'ils ont été condamnés. Et donc ça, on ne pouvait pas le nier pour Kabuga. Mais son équipe d'avocats avait préparé de retarder la procédure, d'exploiter toutes les failles de la procédure pour pas qu'on aille au fond du dossier. Et donc, cette préparation ayant été faite avec Kabuga, on l'a vu assez souvent assis. Chaque fois que les témoins commencent à dérouler ce qui s'était passé, ils somnolaient. On peut supposer qu'il le faisait exprès. Quand il somnole et qu'on lui demande, mais avez-vous entendu ce que le témoin dit? Ah bon? Il y a quelqu'un qui s'est exprimé là? Moi, j'en sais rien. Et donc, il y a ça, on reporte. Et après vient la partie où sa défense dit qu'il est en incapacité, à la fois physique et mentale, de suivre le rythme du procès. Et donc, tout bonnement, comme la loi le prévoit, le tribunal exige une expertise médicale, donc psychiatrique, et c'est là qu'apparaît un début de démence pour lui. C'est vrai qu'il est très âgé, qu'il a été malade, qu'il a subi des opérations, et que là, cette fatigue n'est pas liée qu'à l'âge, mais il a un début de démence d'après les psychiatres, même si les avocats de la partie civile l'avaient contesté. C'est ainsi que on en arrive à ce que le tribunal décide qu'il n'est pas en état de supporter son procès. Donc, oui, en tout cas, justement, c'est en juin 2023 que la justice internationale a statué que Kabuga est atteint de démence, comme vous le disiez, et qu'il n'était pas physiquement apte et mentalement à suivre son procès. Les procédures judiciaires sont alors suspendues indéfiniment, au grand regret des associations des survivants des génocides contre les Tutsis qui attendaient une condamnation historique. En tant qu'expert juridique, est-ce que le seul fait qu'une personne accusée de crimes graves comme celle-là, dire qu'il était le principal financier du génocide contre le Tutsi, le seul fait qu'il n'était pas, comme on le disait, apte à suivre son procès, justifie-t-elle le fait de suspendre indéfiniment Oui, il y a un débat sur cette question-là. Parce qu'au moment où on suspend indéfiniment, ne donne pas de délai, le procès contre Kabuga, en Allemagne, vous avez des centenaires qui sont poursuivis pour leur rôle dans la Shoah. Un ancien gardien de prison qui devait avoir 103 ans est condamné. Il y a une femme qui s'occupait de la prison des femmes qui a passé 100 ans. Est-ce que c'est une différence de pays, de loi de pays? C'est bon. Le mécanisme résiduel se fonde sur à la fois le système judiciaire anglo-saxon, à la fois sur des conventions internationales, mais aussi à la fois sur des pressions à la fois politiques et diplomatiques. En Allemagne, vous n'avez pas tout ça. L'Allemagne, c'est au niveau national. Ils considèrent que le crime de génocide est un crime imprescriptible. Et tant qu'un suspect est encore en vie, il doit être poursuivi. Ces gens avaient été condamnés. Mais bon, s'agissant de Kabuga, on essaie d'amalgamer à la fois le droit, la politique,
la justice, la diplomatie, les réseaux souterrains connus, moins connus, qui viennent comme ça travestir et jeter un voile sur sa responsabilité. Et voilà, on obtient cette décision très contestable. Tite, je pense qu'il est important de signaler que jusqu'au jour de sa mort, aucun pays au monde n'avait accepté de l'accueillir, sauf le Rwanda. Est-ce que, peut-on dire que toutes ces, parce qu'il avait fait beaucoup de revendications, oui. Je peux aller en France, est-ce que peut-on dire que tous ces pays du monde, même le Pays-Bas, il n'était pas, je pense, à l'aise qu'il reste au pays. Est-ce que peut-on dire que les pays du monde ancien étaient conscients des faits qui lui étaient reprochés, même si un procès n'a pas abouti à son encontre? Ça, c'est exact. On ne s'encombre pas d'un génocidaire quand on prétend faire partie de la grande famille de l'humanité. C'est un crime de génocide. Le génocide, c'est l'extermination de toute une communauté, liée soit à la langue, soit à la religion, soit à l'ethnie. Et vous, autorité politique d'un pays, vous n'allez pas dire « nous avons reçu la demande ». Ce type, on lui reproche d'avoir participé au génocide. Non, il est le bienvenu. Non, il n'était pas le bienvenu. On a vu ça avec les 7 qui étaient au Niger, qui ont tout fait pour justifier qu'ils avaient des membres de famille en France, que leur famille était établie en Belgique et qu'ils avaient comme ça des raisons d'aller là-bas. Mais la France, au moins sur ce point, avait freiné de 4 fers. On a vu le scandale qui a entouré la mort de Protais Zigranirazo. Il a fallu faire passer sa dépouille du Niger en France, je crois en passant par la Turquie, en cachant. On a tenté d'aller l'inhumer à Orléans, ça n'a pas marché. Parce qu'il a ce cachet-là de génocidaire. Et donc Kabuga, il est resté au centre pénitentiaire à La Haye. La Haye, ça c'est un bout de territoire international. Donc ça n'engage pas vraiment les Pays-Bas. Et donc il est resté là jusqu'au jour de sa mort. Mais alors, Tite, d'un point de vue juridique, même si cette justice internationale a statué qu'il ne pouvait pas continuer son procès avec sa mort, je ne pense pas que pour la partie des rescapés ou de partie civile, son cas n'était pas encore fini. Est-ce qu'avec sa mort, y a-t-il quelque chose à espérer encore d'un point de vue juridique ou... Il y a quand ça commence à faire des bisbilles, Ibuka Rwanda constate qu'il y a quand même beaucoup de pesanteur sur à la fois la personne de Kabuga et la procédure judiciaire, avec quand même des éléments, on va dire, objectivement vérifiables. Il y a son âge, il y a son état de santé, et il y a les procédures dont peuvent abuser les avocats. Quand vous avez des avocats rodés, ils peuvent faire traîner les choses en longueur, en invoquant la loi. Et donc, Ibuka intente un procès au civil au Rwanda, où, sur la base de la responsabilité de Kabuga comme président de la RTLM, condamné au TPIR, ça veut dire qu'ils peuvent attester de ça, comme financier, au moins désigné à Hamou. Ils intentent un procès et ils exigent des dommages et intérêts, parce que ça se fait. Nous sommes au civil. Donc sa présence n'est pas indispensable. On peut facilement attester de cette responsabilité directe qui a entraîné
à la fois des préjudices, mais aussi des dommages. Les Interahamwe ont agi sur incitation directe de la RTLM, dont le président s'appelait Kabuga Félicien. Donc sa responsabilité est engagée. Et à ce titre, Ibuka Rwanda avait intenté un procès. Je crois que l'avocat, c'est Maître Baingana. Et ça se poursuit. Nous sommes au civil. Et donc, je crois que le 15 mai, ils avaient passé la phase procédurale pour une étude au fond. Et là, ils se sont heurtés à l'identification des biens appartenant à Kabuga Félicien. Donc, il faut vraiment aller chercher ce qu'il a de plantations, où, à tel endroit, et c'est vraiment inscrit en son nom. Est-ce qu'il a des maisons? Est-ce qu'il a... Qu'est-ce qui est enregistré en son nom pour constituer un bien? Et venir déposer ça au tribunal. Je crois que le tribunal a donné jusqu'au mois de novembre. Voilà, ça ce sera au moins pour les rescapés du génocide contre les Tutsis qui exigent réparation. Tite, si vous nous permettez d'avancer vers la fin de l'émission, 32 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, il y a toujours dans le monde des affaires juridiques qui, jusqu'à aujourd'hui, sont en cours. Je veux parler de récemment, la justice française a ordonné la poursuite de l'enquête contre Agathe Kanziga, oui, aussi pour son rôle dans le génocide contre les Tutsis. Est-ce que pour cette affaire, cette fois-ci, est-ce qu'il y a-t-il une chance de voir justice, que cette affaire ne termine pas comme Kabuga, que ça traîne, parce qu'avoir aussi son âge, il est aussi âgé. Est-ce qu'il y a-t-il une chance de voir justice pour cette affaire concernant Kanziga? On peut rester optimiste et dire oui, à une condition: qu'on prenne la leçon sur le cas Kabuga, qu'on prenne la leçon sur les échecs de la justice internationale. À la fois des procédures qui traînent, à la fois des pressions politiques et diplomatiques, à la fois des juges qui sont biaisés. Agathe Kanziga a des similitudes avec Kabuga, c'est vrai, au niveau de l'âge et au niveau du bénéfice des réseaux de soutien. Maintenant que le non-lieu a été annulé et que la Cour d'appel va statuer sur son cas, il s'agit de la justice nationale française. Donc déjà, ça fait une différence. On n'est plus au niveau du mécanisme résiduel. En France, on peut espérer que le climat, tout ce qui pesait sur les protections des génocidaires, ce climat-là n'est plus le même. En tout cas, le nuage s'est éloigné et on a vu des procès accélérés. On peut, sur cette base-là, se dire l'équipe des avocats, des Kanziga, qui vont tenter d'abuser des procédures, vont être repris par le juge et dire non, ça c'était un abus de droit, nous devons aller sans violer la loi. Mais il faut aller vite. On dit qu'une justice tardive n'est pas une justice. Donc le risque existe et il faut le prendre en considération et au besoin en faire une priorité.
Demain, on ne sera pas étonné qu'elle vienne somnoler aussi au procès. Demain, ce ne sera pas une surprise d'entendre qu'elle a besoin de passer chez le médecin qui évoque un début de démence ou d'Alzheimer ou de je ne sais quoi. Et donc, j'espère que le juge français en charge du dossier va considérer ces pesanteurs-là et les précédents pour dire je vais sauver l'honneur de la France parce que la justice internationale, on va dire en gros, a vraiment eu des ratés et beaucoup de ratés. Et ça fait mal à la fois à sa crédibilité, mais à la communauté des rescapés, de ne pas avoir de justice. On a vu des gens comme Ziguiranyirazo passer au travers des mailles, et pourtant, Dieu sait combien d'éléments pesaient sur eux. Donc oui, pour Kanziga, voilà, essayons de rester optimistes. Dites-nous aussi, nous espérons que nous serons toujours ici pour continuer à suivre la situation Oui, et d'autres. avec Merci grand beaucoup plaisir. pour vos Merci explications et à très bientôt. Oui. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous au cours de cette émission. Espérons qu'elle vous a été d'une très grande utilité et surtout, restez branchés sur les plateformes du média Iguihé.